Donc la parole à Maurice Marteau pour l'histoire de la pédagogie institutionnelle. Oui, ma seule vertu pour présenter cette histoire, c'est parce que je suis le plus ancien dans la pédagogie freinée, puisque j'ai commencé dans les années 60. Alors il y en a pas mal de vous qui n'étaient même pas nés à l'époque. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de ma vie en pédagogie freinée, je me suis rendu compte que finalement, on est obligé, pour comprendre la pédagogie freinée, de revenir aux origines et à la chronologie de la mise en œuvre des techniques et des institutions. L'école, alors, un des premiers textes, le 1er juillet 1924, Freinet écrit « L'école doit rester l'école du travail, non pas exclusivement car nous serons parfois en présence de chercheurs passionnés pour les spéculations intellectuelles pures, mais du moins l'école devra garder cet autre collectif, être une branche de la production. » Bon, pour ceux qui connaissent un peu les écrits de Marx, c'est vraiment tout à fait le marxisme dans sa pureté originelle. Et plus tard, nous avons choisi, durant l'année scolaire 1924-25, imprimer 2000 lignes. Nous avons donc là notre livre, dont l'intérêt pour les élèves est tout simplement une révélation. Ça veut dire que lui-même ne s'attendait pas forcément à l'intérêt qu'il y aurait pour les élèves, de même que pour l'imprimerie. Il dit par exemple « Oh, j'ai mis l'imprimerie, je sais comment ça va se passer, ça va les amuser un temps, puis après finalement, est-ce que c'était une façon de parler? Je ne suis pas sûr. » Et vous pouvez juger de l'entrain avec lequel ces élèves vont dévorer ces fragments qui habitent bien loin, dont les parents habitent bien loin, donc ils comprennent la principale vie qui les intéresse, celle des autres enfants. Donc déjà, il y a quelque chose de posé, c'est-à-dire que les enfants vont s'intéresser à la vie des autres enfants. Donc ce qu'on met en place, déjà, ce qui fonde le texte libre pour les autres et ce qui fonde la correspondance, c'est l'intérêt pour les autres enfants. L'échange doit se faire le plus régulièrement possible. Ces imprimés doivent être à peu près parfaits. Ça, c'est la première circulaire qu'il a envoyée à ses collègues. C'est en juillet 1926. 8 enseignants à l'époque. Ils étaient 8. Mais au début, ils étaient 2. Quand il a dit « je ne suis plus seul », ils étaient 2. À la fin de l'année scolaire 1925-26, en 2 ans de pratique, après 6 ans de réflexion, lecture, voyage, Freinet a posé les bases de sa pédagogie, travail, production de qualité, échange, coopération, entraide. Il a provoqué rien moins qu'une rupture révolutionnaire dans l'école aux leçons et exercices obligatoires, de la production de biens échangeables, biens essentiellement conceptuels, objets de langue, de discours, de texte, réflexion, analyse, fiction, expression personnelle, au gavage et à la rapide de la pédagogie majoritaire, il a substitué l'échange et la coopération. L'enseignement devient une tâche politique et sociale. Ça, c'est très important. C'est une base pour savoir que la pédagogie freinée et la pédagogie institutionnelle sont des pédagogies essentiellement politiques. La seule manière de se préparer à une tâche sociale, c'est d'être engagé dans la vie sociale. Ça, je trouve, ça paraît évident, mais ce n'est pas évident du tout. Les gens maintenant votent à partir de 18 ans. Et jusqu'à 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont subi? Ils ont subi qu'il y a un seul qui a une parole qui est digne de foi, c'est le maître. Et tout d'un coup, on leur dit, ben non, finalement, il va falloir choisir. Peut-être que ça explique un peu certaines déviations des élections. Ceci est valable pour les adultes, les enseignants ou non, ou pour les enfants à l'école. Produire en organisation coopérative, c'est le conseil, c'est les équipes, les groupements de travail dans les classes, et la coopérative de l'enseignement laïque, la CEL, pour les enseignants. Nous ne sommes plus seuls, ils étaient 2, comme je disais tout à l'heure, annonce non seulement la correspondance, mais aussi le mouvement pédagogique. En août 1927, première rencontre des imprimeurs à Tours. En 1928, création de la coopérative de l'enseignement laïque, dont le bulletin s'appellera « L'imprimerie à l'école, le cinéma, la radio et les techniques nouvelles de l'éducation populaire ». Parce que Freinet pensait que le cinéma, etc., c'était tout à fait débutant finalement,
eh bien, ça allait être porteur de progrès. Et effectivement, il y a eu cette tendance très longtemps, et tendance tout à fait valable. Il n'est pas possible d'engager les enfants dans la production coopérative sans être soi-même dans un niveau de réflexion et de travail. De la classe à l'unité, de la classe à l'unité de production, il y a une continuité de nature et d'objectifs. Il n'y a pas plus d'artifice dans l'organisation coopérative de la classe que dans celle fondée par Freinet entre les enseignants ou les paysans. Parce que Freinet a aussi mis en place dans son village des coopératives, en particulier pour établir l'électricité. Il a fondé ainsi, par l'exemple et pas par le discours, le fait que l'école doit être un aspect simplement de la vie générale. Freinet lit les textes imprimés dans sa classe aux réunions syndicales et dédie à ses grands élèves le modeste compte-rendu de son voyage en URSS. Imaginez maintenant que vous alliez quelque part et que vous lisiez ce qui se passe, je crois que ça poserait des problèmes. Ces recherches ne sont pas guidées par le souci de savoir comment les enfants apprennent, mais par le souci d'élaborer des techniques de production et d'échange qui précisément servent des apprentissages. Je me souviens à l'école normale des discours sur l'inné et l'acquis. Est-ce que c'est l'inné, est-ce que c'est l'acquis, nani, nana, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? J'avais dit finalement, bon, c'est bien, c'est tout à fait académique, mais finalement, le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait, que ça soit de l'inné ou de l'acquis. Dans un article de Clarté en 1925, il détaille le fonctionnement de l'atelier d'imprimerie. 100 imprimés sortent en moins de 10 minutes. À 8h20, choix du texte à composer, et à la récréation de 9h40, le texte est sorti. C'est quand même, je ne sais pas si on y arrive facilement quand même, hein. Ça suppose qu'il n'y ait aucune perturbation. 1h30, donc, entre l'exercice de la liberté d'expression et le tirage d'un texte destiné aux classes. Cette distance, c'est toute la pédagogie Freinet, et c'est considérable. C'est toujours la seule alternative à la pédagogie majoritaire. On n'a pas fini d'en épuiser la richesse. Sa fécondité tient dans ses contraintes, l'espace, le temps, l'obligation de production et dans la dialectique qu'elle impose. L'enfant n'est pas seulement avide de savoir, il est aussi angoissé par son acquisition. La voie du faire évite de l'affronter à main nue. Par exemple, on sait très bien que apprendre à lire pour certains enfants qui sont bloqués, que c'est quelque chose qui a à voir avec la famille. Par exemple, une famille où les parents, et ça arrive, les parents ne savent pas lire. Je vais acquérir quelque chose qui va me rendre supérieur à mon père et à ma mère. Mais c'est pas possible. Et là, il y a un blocage. Toujours s'interroger sur cette histoire d'enfants qui n'apprennent pas à lire. C'est généralement pas des problèmes d'intelligence, hein. C'est des problèmes, des blocages bien plus profonds. Le savoir et la puissance qu'il donne ne se raptent pas, ne sont pas octroyés. Ils se paient de l'attente, de la souffrance, de la fatigue, d'une dette dont il est possible de s'acquitter. Le passage par la confrontation à la réalité sans s'y aliéner, pour revenir à soi, ne se fait pas sans obstination, distance et prise de risque. Ce sont ces résistances de la personne, de la réalité, du processus de production, du difficile compagnonnage qui sont potentiellement riches de savoir pour l'enseignant s'il accepte d'affronter les ombres et les lumières de son implication dans ce qui sera toujours irréductible à une pratique. Par la correspondance, les lettres circulaires, les brochures, les journaux, les rencontres d'imprimeurs, puis les journées de vente, les enseignants regroupés dans la CEL sont confrontés aux mêmes exigences. À partir d'une réflexion commune, produire des articles, des outils qui seront échangés, commercialisés. La formation des enseignants est de même nature que celle des enfants. Je me souviens que dans les journées de Vence c'est le lieu donc, où était l'école Freinet, on se réunissait, mais pour travailler. Alors certains élaboraient des fichiers, mais d'autres, tout bêtement, d'un gros paquet de poudre pour la peinture, on mettait dans les petits bacs pour que ce soit envoyé ensuite. Entre 1950 et 1954, en pleine guerre froide, alors que le stalinisme triomphe au sein du PCF, Freinet et ses conceptions éducatives sont rejetées avec un acharnement difficilement compréhensible aujourd'hui. Le virage est pris depuis 1930 et la rupture est consommée en 1954. C'est-à-dire que
tout le monde s'est ligué contre la pédagogie freinée. Alors, le PC, c'est parce que on ne peut rien faire d'intéressant dans un pays capitaliste. Donc, si on accepte qu'il y ait quelque chose d'intéressant, c'est toute notre doctrine qui s'effondre. Et là, à ce moment-là, on a demandé aux enseignants qui étaient au PC et qui faisaient de la pédagogie freinée de choisir. Et ils ont choisi généralement le PC. Je connais qu'une personne qui a louvoyé. C'était dans une banlieue parisienne. Et moi, j'en connais beaucoup qui, en Charente, avaient commencé et on rejoint les rangs du parti. Parce que, me disait-il, finalement, si on n'est plus au parti, on est tout seul. C'est trop douloureux. Bon. Alors, à partir de ces années-là, donc, le mouvement freiné n'a plus de répondants dans le monde politique, plus d'aide et plus d'interpellation à ce niveau. L'union sacrée autour de l'école traditionnelle regroupe la droite, la gauche réformiste et le Parti communiste. Autrement dit, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Dans son évolution, la pédagogie perd ainsi son ancrage historique, se laisse massivement influencer par l'autre référence jusque-là en germe, le centrage sur la personne, l'épanouissement de l'enfant, en oubliant l'importance des relations, en ignorant l'autre scène où le sujet s'élabore. L'autre scène est référence à la psychanalyse. Et depuis, finalement, 1996, ce que je sais en particulier par l'ami qui va venir, enfin qui ne va pas venir, mais qui produit les productions pour travailler, là, eh bien, je sais que le mouvement freiné pratiquement n'existe plus. Il n'y a plus de réunions. Donc, il y a une destruction. Heureusement que la pédagogie institutionnelle a pris le relais, parce qu'il y a une destruction complète du mouvement freiné. Dans son évolution, la pédagogie donc perd son ancrage d'origine, et ce décrochage politique, théorique et pratique s'est traduit par une autre organisation du mouvement freiné. À la coopérative de l'enseignement laïque, lieu de production, de commercialisation, de formation, s'ajoute en 1957 l'Institut coopératif de l'école moderne, ICEM. Si le mouvement freiné a sa coopérative, il n'est plus exclusivement coopératif. Repartir de ce qui est fondamental dans la pédagogie freinée, la contrainte de l'échange, décrire finement, analyser ce qui par là est mis en jeu, les résistances, les échecs, accepter l'interpellation, suppose que le deuil soit fait de la société idéale, de l'enfant idéal et de la toute-puissance de la pensée de Freinet. Un courant de la pédagogie freinée s'est constitué à partir de ceux qui prennent en compte la réalité des classes, des enfants en souffrance ou en panne de désir. Le milieu naturel ne peut être rapporté dans les HLM. La culture du travail n'est plus celle des enfants. Avant, travailler à l'école, c'était pas surprenant puisqu'ils venaient de travailler avec leurs parents dans les fermes des environs de Vence. Et il s'agit de mettre à nu et d'actualiser ce qui, depuis l'aube de l'humanité, fait que l'homme s'extrait de l'animalité, de la barbarie, endigue ses pulsions, met des barrières à la folie de son désir, à la dimension de la rencontre entre le singulier et l'universel, des normes pour faire de la classe un lieu de fine civilisation. Ce courant, que l'on peut qualifier de réaliste, de scientifique, à partir du postulat éthique et théorique de l'éducation du travail, n'a pas manqué de relever que, si certains problèmes étaient ainsi résolus, d'autres apparaissaient. La mise en place d'institutions, si elle régule les relations, révèle d'autres difficultés, entre autres l'impossibilité pour certains enfants et certains maîtres de l'acceptation du tranchant de la loi, l'absence de désir, la jouissance de l'échec. Manifestement, il y a des gens qui ne peuvent pas pratiquer de la pédagogie freinée. Savoir que l'inconscient existe, prendre en compte sa résistance et ses ruses, apporte un peu de sérénité, rabote le sentiment. D'autres problèmes se posent et d'une autre façon. Formalisée par Jean Houry, la pédagogie freinée qui intègre les institutions, prend en compte l'inconscient, fut nommée pédagogie institutionnelle par Jean Houry. Les praticiens qui s'en réclament intègrent dans leur pratique et dans leurs référents théoriques les techniques freinées de production et d'échange. Ils en savent l'exigence et la fécondité. Mais aussi, ils osent s'aventurer dans le récit
la description au plus près de leur classe et des tentatives d'analyse. Ce sont les monographies. Aventures révélantes et transformantes, plus périlleuses que la répétition, bien plus riche. Et Michel Serres peut écrire en 91 dans Le Tiers instruit, comme s'il s'adressait aux praticiens de la pédagogie institutionnelle. Avez-vous remarqué, dans les classes, les écoles et les amphithéâtres, l'absence d'exercice vrai? L'examinateur ou juge n'exige jamais de poème, nouvelle, roman ni comédie, jamais de méditation, mais toujours la pratique, la critique ou de l'histoire, copie de copie. Pourquoi? Parce qu'il ne saurait pas rédiger de corriger. Au contraire, il exige histoire, critique, analyse. Pourquoi? Parce qu'il peut et sait recopier. Pourquoi? Pour la facilité. Faire, explore, défaire, exploite. Ne mentez pas, écrivez. Toute la vérité, mais rien qu'elle. Attention, elle est mortelle. Qui attend l'inspiration ne produira jamais que du vent, tous deux aérophagiques. Tout vient du travail, y compris le don gratuit de l'idée qui arrive. La pédagogie du travail, toujours. Merci, voilà. Brice. N'ayez pas peur de me demander de préciser, dans la mesure, je répondrai dans la mesure du possible, et de ne pas être d'accord. Parce que c'est ma vision, celle-là. Si je la donne à certains membres du groupe Freinet, je l'ai fait déjà, mais je vais me faire assassiner. Mais si vous le diffusez, parce que c'est pas... ça ne vaut pas d'être diffusé, etc. Mais bon, si vous le faites, précisez bien que l'auteur, c'est moi. Non pas par gloriole, hein. C'est simplement parce que ça veut dire que c'est ma pensée, qui n'est pas une pensée forcément vraie et universelle. Je pense qu'il existe des groupes Freinet, mais enfin, ce que l'on connaît, nous, c'est que c'est des groupes de pédagogie institutionnelle. Mais des groupes Freinet purs, je ne sais pas s'il y en a. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que je vous dise un peu comment de Fernand Ouvry, on est passé à la pédagogie institutionnelle répandue, telle qu'elle est répandue maintenant. On était un certain nombre, on n'était pas nombreux d'ailleurs, on était 4, hein, qui avions voulu faire des séances de formation des délégués départementaux. Délégué départementaux, c'était celui qui rassemblait les enseignants d'un département, organisait des stages. Eh bien, on nous a dit que c'était pas la peine, qu'on se prenait pour qui, qu'on allait vouloir former les autres, que les autres, moi, délégué départemental, j'ai besoin de personne, etc. Bon, on s'est dit, avec ces gars-là, nous, on ne veut plus travailler. Bon. Et à ce moment-là, on a invité, et ça c'est important de savoir, on a invité Fernand à nous rejoindre dans ce que l'on avait créé, qui était Jeunesse de la coopérative. On était donc avec Fernand. Fernand invité, ça permettait que Fernand ne s'autorise pas à être autoritaire avec nous. D'ailleurs, ça aurait quand même été difficile. On avait suffisamment les épaules assez larges. Donc, à ce moment-là, Fernand était totalement isolé. Il avait écrit ses bouquins, et puis il était tout seul. Bon. Et à ce moment-là, grâce à lui, on a pu, nous, affiner notre perception de la pédagogie, parce qu'on l'avait lu, les bouquins, mais on n'était pas encore dans la pratique. Et à ce moment-là, donc on a pu, avec plus de pertinence, pouvoir travailler dans les classes et faire des réunions de formation, des stages, donc tels que vous les connaissez, qui ont évolué bien sûr, mais voilà, donc ça s'est passé ainsi, et ce qui fait qu'on n'a pas rompu avec l'ICEM. On est toujours dans l'ICEM en principe. Mais comme l'ICEM n'existe plus, il n'y a plus de cotisation, il n'y a plus rien. Enfin, bon, c'est pas les départements, c'est pas les groupes départementaux qui c'est l'ICEM qui regroupait tout ça. Moi j'ai l'impression que ça n'existe plus. Enfin, c'est même pas mon impression. C'est Jacques Varenne qui a davantage de contact avec les départements. Il avait la prétention, dans Essai de psychologie sensible, par exemple, de développer toute une théorie psychologique, qui aurait été la théorie psychologique de Freinet. Et évidemment, il y a quelques passages intéressants, mais il y a vraiment des dérives absolument aberrantes. Je veux dire, c'est effarant que ça ait été publié, cette chose-là.
allant jusqu'à dire que si on ne voulait pas que les enfants soient trop excités, et les adultes aussi, il ne fallait pas manger de fromage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a mangé du fromage, on ne peut plus se retenir. Oui, non, je sais pas. C'est un peu l'anecdote. Oui, je crois qu'il faut éviter de s'offrir comme ça. Alors, allez-y. Vraiment, je fais de la pédagogie institutionnelle, je suis engagé en politique. Alors, pour se faire ramasser, il n'y a pas mieux. Hein, je crois que... il suffit de faire. Après, les parents analyseront, essaieront de comprendre. Et vous demanderont éventuellement, je ne vois pas pourquoi vous faites ceci, cela. C'est beaucoup plus prudent et efficace. Moi, je ne confonds pas les gens de la base du PC ou de la CGT et les dirigeants qui, eux, prenaient leurs ordres à Moscou. Parce que j'ai pendant tout le temps fait des conférences, des interventions au moment de la guerre d'Algérie, contre la guerre d'Algérie. Et là, c'était pas prudent. Et je sais que les gros bras du PC étaient avec moi. Ah, non, tu ne vas pas tout seul. Ils m'accompagnaient pour éventuellement il n'y a jamais eu besoin de me protéger, mais le risque n'était pas nul. Donc il y a eu cette histoire. Mais après, il y a eu une arrivée d'inspecteurs, un peu avant que je commence à enseigner, en Charente, qui se sont donnés comme noble tâche de faire qu'il n'y ait plus de pédagogie freinée du tout en Charente. Et ils ont réussi. Parce que, à un moment donné, persécuté par un inspecteur, tu ne tiens pas la route, quoi. Alors que Freinet, aussitôt la guerre, a fait une tournée de conférences dans la France entière. Et évidemment, avec ce temps d'après-guerre, qui est un temps très riche, d'enthousiasme, d'espérance, il y a eu énormément de pédagogie Freinet. Moi, j'en ai connu plusieurs, et ils ont fini par abandonner. Et moi, je ne peux pas les critiquer. Comment on résiste? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'en sais rien. Mais il existe la FIMEM, la Fédération internationale des mouvements d'école moderne. Ça existe, je pense que ça existe toujours. Ce qui est intéressant, c'est de voir le parcours de la pédagogie Freinet. Elle est née dans les classes de perf. Non, institutionnelle. Oui, institutionnelle, pardon. Elle est née dans les classes de perf. Des classes de perfectionnement. Des classes de perfectionnement. Des classes de perfectionnement, elle est passée dans l'élémentaire, puis en maternelle. Parce que quand même, on imaginait assez mal que des enfants de maternelle puissent être chef d'équipe et présider un conseil. Mais on s'est aperçu que ça marchait très bien. Puis ensuite, c'est passé à l'université. Et après, peut-être que ça finira par gouverner le pays. Je ne crois pas trop.